de répondre à l'invitation de la radio et de la télévision parlementaire. Bonjour Très bien. à vous tous, bonjour aux millions de téléspectateurs qui sont en train de nous pratiquer. Et d'auditeurs qui nous suivent aussi à la radio. Également les auditeurs. Parce que nous sommes en synchronisation, effectivement, super. avec la radio parlementaire. C'est la question d'ailleurs que j'allais vous poser, c'est celle de savoir un peu vos impressions en venant, bien sûr, sur les installations de la télévision parlementaire. Ben, mes impressions sont très bonnes. Je suis très agréablement surpris de me retrouver dans un endroit bien équipé. Et franchement, félicitations au président de la, comment on appelle, du CNT, mais également à vous tous qui êtes là. Vraiment, je suis très ravi. Je le disais quand nous étions à la radio, qu'il fallait encore améliorer parce que d'année en année, j'ai vu que vous avez apporté beaucoup d'améliorations et je vois encore un surplus qu'est la télévision. Je pense que vous êtes en train de battre le record. Okay. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va commencer cette émission par cette première question d'entrée. Il faut dire quand même que nous sommes à quelques semaines, désormais, du démarrage officiel de ces examens nationaux. Alors, quel est l'état de lieu que vous pouvez faire en ce moment même, où on en est en termes notamment préparatifs de ces examens? Bien, et à ce jour, 14 mai 2025, je suis heureux de vous dire que mon ministère est à pied d'œuvre dans les préparatifs des examens nationaux. L'état des lieux est reluisant, en ce sens que comparativement aux années précédentes, nous sommes un peu en avance sur le temps lui-même, sur notre propre calendrier. Okay. Ce qui veut dire que ça réjouit, ce qui veut dire que c'est rassurant. Parce qu'à l'heure qu'il fait, beaucoup de dispositifs que nous avions l'habitude de mettre à 2, 3 ou à une semaine, disons, du jour J, à l'heure qu'il fait déjà, après d'un mois, ces situations-là sont prêtes. Donc l'état des lieux est reluisant et nous pensons donc passer de très bons examens. Quand on sait que l'examen aussi, c'est bien les préparatifs. Lorsqu'il y a des erreurs, lorsqu'il y a des situations difficiles dans les préparatifs, il va de soi que ça va toujours créer des problèmes pendant les examens. Mais aujourd'hui, on est fiers, on est rassurés que tout se passe bien comme sur des roulettes. Oui, parlant justement de la sérénité qui doit présider le processus d'organisation de ces examens nationaux, est-ce que le département a eu à prendre des dispositions pour la sécurité, par exemple, des sujets qui vont être, on va dire, soumis aux candidats, et du point de vue matériel, qu'est-ce qui est fait à date? Bien, à date, du point de vue sécurité, surtout des sujets et l'intégrité des sujets, je vous rassure qu'il y a des années, il faut se féliciter, surtout depuis 2021, nous avons réussi à sécuriser tant soit peu les épreuves, parce que de 2021 à maintenant, nous n'entendons pas de fuite. Donc le pétrole ne coule plus, hein? Il n'y a plus de fuite. Le pétrole même a cessé de couler bien avant 2021. Ouais. Mais d'année en année, nous améliorons notre façon de faire. Et donc, la sécurité des sujets est de mise. Parce qu'à l'heure qu'il fait, les inspecteurs disciplinaires qui sont choisis, plus quelques cadres de la direction générale des examens, ils sont à l'internat pour cuisiner toutes les épreuves, et eux ils sont coupés de leur famille à l'heure qu'il fait, histoire de garder l'intégrité des épreuves, la sécurité même. Et après, comment on appelle, la reconstruction, c'est une reconstruction. Pourquoi? Parce que durant l'année, les enseignants qui évoluent dans les classes d'examen proposent des épreuves. Chaque enseignant propose des épreuves. C'est la somme des épreuves là aujourd'hui qui sont dans la marmite
avec le cercle restreint là, pour essayer de faire un choix qui prend en compte tous les compartiments des programmes. Ah, vous voulez dire que ces acteurs-là sont dans une sorte de confinement. De confinement. Et ça prend combien de temps et comment ça se passe du point de vue En principe, opérationnel? c'est 45 jours. Et donc pendant 45 jours, quand ils n'ont pas accès au téléphone, ils n'ont pas accès au monde extérieur. Encore moins à leur famille. Alors, donc ça fait que après avoir cuisiné ces épreuves sont conditionnées là-bas par eux-mêmes, cadenassées dans des malles qui vont être convoyés par la gendarmerie dans toutes les localités où il y a centre d'examen. Donc, en termes de sécurité des épreuves, des sujets, en termes d'intégrité, je vous rassure que là aussi, il n'y a aucun problème depuis des années. Bien, en plus de la sécurisation notamment de ces sujets, l'autre défi, on le sait, c'est un peu la sélection, notamment des surveillants, mais aussi des correcteurs pour cette session. Alors, dites-nous quelles sont les garanties que votre département peut faire à l'instant T, notamment par rapport à leur impartialité, mais aussi aux professionnels, notamment de ces deux piliers fondamentaux, notamment des examens. Sur ce point, je voudrais simplement que chaque année que Dieu fait, il y a les écoles qui proposent des surveillants à la direction communale si nous sommes à Conakry ou à la direction préfectorale si nous sommes en préfecture. Okay. Là, la direction, elle aussi, sélectionne parce que tout le monde ne peut pas être pris de toute façon. Donc, en fonction de la probité morale des uns et des autres, les gens sont sélectionnés dans le tas et proposés au service examen. Et j'avoue que à l'heure qu'il fait, ce choix-là est déjà fait. Ce qui reste, c'est la publication des listes. Sinon, le choix des surveillants est déjà fait parce que les écoles ont déjà remonté la liste des différents enseignants qui peuvent, à leurs yeux, surveiller. Parce que le ministre a été très clair. Il a dit qu'il responsabilise chacun dans ce qu'il fait. Alors, sur la question, je suis d'accord que le département donne la responsabilité aux écoles, mais de votre côté, en tant que ministère chargé notamment de l'organisation de ces examens, vous devrez quand même prendre des mesures en termes de garantie de leur impartialité et même de leur professionnalisme. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens? Parce que quand on vous envoie des listes, il faut quand même que le ministère puisse se rassurer, vous voulez dire, rassurer de leur impartialité. Pédagogiquement, je venais à ça. Oui. Okay. Une fois, comme c'est une étape, les écoles proposent et au niveau des directions communales préfectorales, ça tamise parce qu'il y a des principes. Des critères. Il y a des critères que les enseignants doivent respecter pour pouvoir être surveillants. Donc, une fois ces critères-là sont validés, c'est pourquoi les listes parviennent au service examen, qui à son tour regarde est-ce que les critères effectivement qui ont été édictés sont respectés à la base, et automatiquement la direction valide parce que la direction c'est elle qui gère les examens. Donc sur le plan comment on appelle professionnalisme également, et évidemment on ne prend pas de menuisier, on prend des enseignants qui sont rompus à la tâche. On ne prend pas des nouvelles figures ou des gens qui sont bleus dans l'enseignement parce qu'il faut avoir une certaine expérience, un parcours pour pouvoir le faire. Parce que tout le monde peut... je prends l'exemple sur les chauffeurs. Tout le monde conduit. Moi, je conduis. Vous conduisez. Mais je ne suis pas un chauffeur. Donc, il y a tout le monde qui enseigne, mais il y a des bons enseignants. Donc, c'est faire le choix en termes de moralité, et en termes de professionnalisme. Les gens sont choisis par rapport à ça. Parce que on ne peut pas choisir quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'encadrer les enfants. Parce que encadrer les enfants, il faut avoir tout un bagage. Il y a le bagage académique, il y a le bagage, comment on appelle, professionnel. Il y a toute une moralité également qui accompagne. Parce que vous trouverez que des enfants qui viennent stressés, il y a des enfants, chaque enfant vient avec un problème. Donc il faut avoir intact pour mettre tous ces gens-là dans leur corps pour pouvoir faire passer l'épreuve. Donc il y a tout ça, c'est des critères qui sont vraiment suivis. Et si par malheur, je dis bien par malheur,
des erreurs se glissaient, nous avons une banque parce que les listes sont déposées. Automatiquement, les gens sont remplacés. Oui, justement, c'est la question que j'allais poser. Je souhaiterais qu'on s'y attarde par rapport au côté surveillance. Est-ce que, en termes de coercition, des dispositions sont prises pour dissuader tous ces candidats-là, je parle des surveillants bien sûr, à la facilité, à la corruption dans les centres? Comment ça va se passer? Bon, vous savez, c'est les sanctions généralement qui règlent les choses. Et rien d'autre. Mais avant les sanctions, il y a une large information qui est faite. Et cette large information, elle est au niveau des élèves eux-mêmes, des parents, mais aussi les enseignants, nous les encadrants, nous-mêmes. Parce que nous, personne n'est au-dessus de la loi. On y voici les principes qu'il faille respecter. Celui qui va hors ces principes, voici les sanctions qu'il encourt. Donc c'est pour dire que les enseignants qui sont choisis savent pertinemment que voici les sanctions qui les attendent en cas de corruption ou en cas en tout cas de mauvais comportement, de comportement anormal, de comportement hors code de conduite. Vous comprenez? Donc, il y a les élèves, les candidats eux-mêmes, qui sont des inspecteurs aussi. Parce que n'oubliez pas que les élèves ne sont pas tous mauvais. Lorsque le surveillant lui-même se livre à un acte ignoble, il est dénoncé par certains bons candidats eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas être salis. Ouais. Première couverture. Il y a le chef de centre qui fait le tour. Il y a également le délégué dans chaque centre. En plus du délégué, les superviseurs que nous sommes, nous sillonnons tous les centres. Donc, si par malheur, quelqu'un est dénoncé ou quelqu'un est pris dans ce cas de figure, tout de suite il est remercié. Il perd l'examen, mais il peut être poursuivi pénalement. Vous avez vu le jugement de certains enseignants dans les tribunaux. Ça veut tout dire. Et troisièmement, il est ajourné pendant 3 ans, lui ne va pas surveiller nos examens. Donc, vu ces sanctions, personne, je dis bien personne, ne peut s'hasarder, en tout cas des personnes normales, mais évidemment, dans le tas, il y a des camarades, ils peuvent s'hasarder. Oui. De toute façon, les dispositifs sont là pour pouvoir mettre main sur tout ça. Alors, concernant l'organisation matérielle, aujourd'hui, en ce qui concerne notamment le déroulement dans l'identification et l'aménagement des centres, que ce soit à Conakry à l'intérieur du pays, on en est à quel niveau et comment est-ce que ces centres-là sont identifiés? Parce que parfois, il y a certains candidats qui se plaignent de la distance, d'autres. Alors, comment tout ça se passe aujourd'hui sur le terrain? La cartographie des centres. Cartographie des centres. Bien Et avant même l'acheminement du matériel, il y a ça aussi. Oui, effectivement, Et on en viendra. Et avant d'arriver à la cartographie des centres, je voudrais achever la question précédente, le choix des correcteurs. Les correcteurs également ne sont correcteurs que ceux qui évoluent dans les classes d'examen. Chaque école envoie aussi la liste des enseignants qui tiennent des classes d'examen. Mais en fonction du besoin qu'il y a par rapport à la correction, quand les listes là aussi viennent, la direction, qu'elle soit communale ou préfectorale, elle aussi, elle trie, elle choisit le nombre qui est demandé par le service examen par rapport aux différentes disciplines. Et c'est ce qui a envoyé. Et vous savez d'ailleurs, ça à ce niveau, c'est très restreint parce que tous ceux qui tiennent des classes d'examen ont leur nom à l'inspection parce qu'ils sont suivis, très suivis. Les cours sont suivis, les programmes sont suivis. Est-ce que les programmes sont achevés? Est-ce que les programmes ont été bien enseignés? Donc là aussi, le choix est très judicieux. Mais vous savez, dans toute chose, la perfection, elle est divine. Quand il y a des imperfections, nous les corrigeons aussi parce qu'on a une liste, une banque, comme je dis, d'enseignants, soit de surveillants ou de correcteurs. Maintenant, pour la question... Oui, mais par rapport aux correcteurs, parce que c'est un autre volet aussi qui est intéressant, est-ce qu'ils sont soumis aux mêmes conditions de confinement, entre guillemets, que ceux qui sont chargés de choisir les sujets
ceux qui feront les 45 jours? Non, c'est pas pareil. Parce que la correction, quand même, c'est aussi un autre enjeu. Oui. Par rapport à la sécurité, la sérénité et la fiabilité des examens. Bon, là, sur ce point, mettez-vous à l'aise au niveau de la correction. Et c'est plutôt un travail infernal. Le correcteur n'a aucun moyen d'être corrompu parce qu'il ne voit absolument rien. Il ne voit que la feuille qu'on lui partage le matin. Et cette feuille-là, il ne connaît ni le nom de la personne, ni son PV. Parce que c'est masqué. C'est un lot de feuilles, on vient, on le tend, on y corrige. Et ce qui est bien dans ça, c'est que dans cette correction aussi, il y a le chef de groupe qui contrôle. Il y a le chef de groupe qui contrôle en cas de défaillance. Il y a un deuxième correcteur, un troisième correcteur qui intervient et pour voir où se trouve le hic. Okay. Aucun élève ne doit avoir 0. Quand c'est 0, on regarde. Quand on a aussi 20, on regarde. Pourquoi il a 20? Pourquoi il a 17? Pourquoi il a 18? Est-ce qu'il mérite? Pour éviter qu'il y ait des erreurs, soit qui favorisent ou bien qui briment. D'autres. Quelqu'un peut avoir 2, alors il ne doit pas avoir 2. Donc il faut corriger. Tous ces aspects-là sont vus et revus. Ils ne sont pas à l'internat. La correction, c'est du matin de 8h à 17h. Parfois, il y en a, on peut même rester jusqu'à 18h si nous voulons gagner sur le temps. Sinon, après, les correcteurs rentrent, les copies sont là, anonymées. Donc, il n'y a aucune crainte de corruption par rapport à ça. Et ce qui est là, c'est le travail. Parce que là, à ce niveau... Donc, vous voulez dire qu'il y a un comité restreint qui gère les PV, les notes? Oui, ça c'est fait. Un comité assermenté à ce niveau évidemment, aussi? Évidemment. Ce comité fait le travail et bien avant. D'ailleurs, ce n'est pas un comité parce que c'est en classe, dans la salle d'examen, on masque par des stickers le PV. Ouais. L'enfant ne met pas de filiation, rien, parce que tout est informatisé. Oui. Il ne met que son PV. Dès qu'on clique sur son PV, c'est que toutes les informations apparaissent. Mais c'est ce PV-là qu'on masque. Par le passé, il y avait un comité qui gérait ça, mais on a gagné en temps avec la technologie. Oui. La technologie. Donc on masque le PV et on va. C'est comme par le passé les cartes de recharge des téléphonies. Oui. Il fallait gratter pour voir. Oui. Bon, c'est la même chose. Maintenant, pour voir le PV, il faut qu'on gratte désormais. Et quand c'est gratté, ça veut dire que cette feuille-là a été touchée, c'est automatiquement éliminé. Donc vraiment, la sécurité est au top. Ça, c'est intéressant. Maintenant, aspect organisation matérielle sur le terrain. Choix des centres. Bien, pour le choix également des centres, si j'ai dit que nous sommes en avance dans le temps, sur notre propre calendrier, c'est que ces centres-là ont été choisis. Tous les centres ont été choisis, contrôlés par le service examen. Parce que le service examen est le chef d'opération. Comment ça se fait? Ce sont les directeurs qui choisissent les centres et remontent. Et une mission vient visiter ces centres si ces centres-là répondent aux normes. Et tout ça là est fait, c'est pourquoi les centres maintenant sont validés. Et sans oublier que, parce que vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que les gens se plaignent de la distance de tel ou tel. Attention, nous sommes dans un examen national. Et cet examen national voudrait que tous les candidats aient la même chance d'admission, donc l'équité. Et de ce point de vue-là, les listes d'appels sont faites par ordre alphabétique. Les A vont se retrouver dans un même centre, les B, ainsi de suite. Mais c'est dans une même commune. Les listes sont communales et préfectorales. Quand je prends Kaloum, les candidats de Kaloum restent à Kaloum. Les candidats de Dixine restent à Dixine. Les candidats de Kankanville restent à Kankanville. Zérékoréville reste à Zérékoréville. Mais on ne va pas prendre un candidat de Zérékoré qui va aller composer à Bela ou à Lola, bien que Lola soit à 40 km, non, par préfecture. Et nous sommes partis un peu loin.
Par préfecture, là, ça c'est pour les plus grands. Le bac et le BEPC. Les tout petits, on a ramené encore par délégation scolaire. Ouais. Et entendez par délégation scolaire la sous-préfecture, par exemple. Oui. Parce que dans chaque commune, il y a des sous-préfectures, comme dans une préfecture, non? Oui. Donc, les enfants aussi sont cadrés pour rester dans leur DSEE, dans leur délégation scolaire élémentaire. Ok. Donc, histoire de rapprocher plus les tout petits Sinon, je me leur rappelle centre. bien à l'intérieur, très souvent, les sous-préfectures se Venaient retrouvaient se au déplacer. centre donc, la de la préfecture. préfecture Oui, pour composer. mais aujourd'hui, on va garder les gens dans les Vous avez sous-préfectures. décentralisé davantage. Alors, Voilà. alors, il y a un autre constat qu'on n'a pas, bon, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas moi je ne l'ai pas remarqué. D'habitude, à l'orée des examens, on fait l'objet d'une sorte d'assommation en termes de communication, voilà, tolérance zéro, des sorties médiatiques. Mais cette année, j'ai l'impression qu'il y a plus de sérénité en termes de toutes ces communications-là. Qu'est-ce qui fait que, parce que certains estimaient quand même que toutes ces communications à outrance, parfois, jouaient sur le moral de certains candidats qui avaient la truie. Est-ce que c'est dû à ces constats-là, ou bien qu'est-ce qui a fait que cette fois-ci, on n'a pas assisté à cette communication massive du ministère, Bien. en termes notamment de slogan zéro tolérance? Bien, de toute façon, la tolérance zéro est de mise. La rigueur est de mise au niveau des examens nationaux. Et peut-être, oui, il n'y a pas assez de communication, mais on communique aussi. Mais le ministre a dit que rien ne sert, comme vous le dites, à influencer négativement les candidats. Cela, pour autant, ne veut pas dire Qu'il n'y a pas de rigueur. que le sérieux et la rigueur doivent demeurer. Le sérieux et la rigueur doivent demeurer, mais aussi que les enfants travaillent dans la transparence. Donc, on n'effraie personne, on n'intimide personne, mais ce qui est évident, les examens partout, qu'il s'agisse de la Guinée ou d'ailleurs, c'est solennel. C'est comme des compétitions internationales. Ouais. Quand on dit par exemple la CAN, c'est solennel. Quoi qu'on dise, dès qu'on dit CAN, si votre pays est qualifié, le cœur va battre une fois au moins. Ouais. Si on est bon citoyen. Donc c'est la même chose quand on dit examen. Chacun pense que oui, son enfant est à l'examen, il faut qu'il le réussisse. L'enseignant qui a enseigné ses élèves souhaite que ses élèves soient admis. L'école Le directeur qui a une école veut que tous ses candidats soient admis. Ouais. Donc chacun a ses préoccupations. Oui. C'est pourquoi d'une manière ou de l'autre, le cœur va battre. Ouais. Tout à fait. Donc, Et c'est une peur bien c'est fondée. une peur fondée, Très mais bien. et en ce sens, nous allons dire que c'est le sérieux qui doit demeurer. Oui, nous sommes au Parlement, monsieur Diawara, peut-être si le temps nous le permet, on en parlera. Eh bien, la future constitution tient beaucoup à l'inclusivité, à l'inclusion, j'allais dire. Aujourd'hui, est-ce que des dispositions sont prises au niveau du département par rapport aux personnes porteuses de handicap pour l'intégrité, en tout cas la sérénité Justement. de ces examens-là pour cette catégorie sociale? Bien évidemment, c'est pourquoi nous organisons à l'orée de, en tout cas pendant chaque année avant les examens, nous organisons ce qu'on appelle, comment je voudrais, le mot m'échappe là, l'atelier préparatoire des examens. Oui. Et cette année, nous avons essayé de revoir cet atelier-là. Une fois on le faisait, il y a deux choses que nous avons changé. C'était à 3 semaines, on avait l'habitude de faire. Et à 3 semaines, nous avons constaté avec les leçons tirées que toutes les recommandations qui sont souvent issues, faites pendant cet atelier, n'étaient pas mises en œuvre compte tenu du temps. C'est pourquoi cette année, on l'a fait 4 mois avant. Voilà Une nouveauté, on va dire. une nouveauté qu'on a fait. Et deuxièmement, à l'intérieur de cet atelier-là, si par le passé, on avait fait une seule fois et à une même date, cette fois-ci, on a fait à 3 étapes, donc pendant 3 dates différentes. On a fait d'abord un atelier qui a été national.
Et cet atelier national a regroupé les cadres du département, mais aussi tous les inspecteurs régionaux et leurs chargés d'examen, ici à Conakry. Nous avons fait des recommandations, on a tiré des leçons. Et la deuxième étape, chaque inspecteur est parti implémenter ça en région, dans sa région, en regroupant tous les directeurs préfectoraux, si on a Conakry, tous les directeurs communaux et leurs chargés d'examen et planification, pour véhiculer le même message et requérir les problèmes, en tout cas depuis la base. Troisième étape, chaque DPE est parti dans sa préfecture ou dans sa commune pour aller faire le même atelier, pour encore avoir des informations, diffuser aussi des informations, histoire de mettre tout le monde, du dernier enseignant au ministre, tout le monde dans le bain des informations, des examens, pour que personne ne soit lésé. Donc c'est pour dire que cette année, les choses se passent très bien. Et nous avons, pendant ces ateliers, on évoque les situations. La question que vous posez là, elle a été posée là à cet endroit. Okay. Et des dispositions ont été prises cette année. Tous ceux qui sont malvoyants, le directeur des services examens a déjà écrit à toutes les directions communales ou préfectorales que les malvoyants soient dans un même centre, parce qu'ils vont être pris sur les mêmes pieds d'égalité, parce qu'on va envoyer des enseignants qui savent faire le braille, et il faut donner à César ce qui appartient à César. Ouais. Il faut donner aux professionnels. Donc des professionnels vont être là pour les évaluer. Les handicapés physiques, les PV sont établis. Si un centre est un immeuble, donc un bâtiment à étage, tous les handicapés, même si l'intéressé est au troisième, instruction est donnée pour qu'ils composent au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée. Qu'ils ne montent pas. C'est pour dire que les dispositions sont prises pour ces personnes-là. D'accord. Alors, Oui. l'autre constat qu'on avait fait des examens précédents, c'est un peu voilà, la gestion. Parfois, le ministère peut avoir la volonté en termes de mise en place de toutes les dispositions, mais en réalité, sur le terrain, on fait face à des surveillants corrompus qui parfois utilisent notamment WhatsApp et autres pour faire fuiter les sujets pendant même, alors que la commission fait toute la rigueur pour ne pas qu'il y ait fuite des sujets. Alors, pour cette année-là, est-ce qu'il y a des nouveaux défis particuliers auxquels le ministère devrait faire face pour l'organisation de ces examens de cette année? Bien, et des défis, il y en aura toujours. Mais ce que je voudrais dire dorénavant, c'est qu'il faudrait que les gens fassent la différence entre ce qu'on appelle fraude et la fuite de sujets. Ouais. Voilà deux choses différentes. Mais en Guinée, les gens confondent tous les jours les deux. Oui, aidez-nous à comprendre. Alors. Très bien. Une fuite de sujet, c'est lorsque l'épreuve est connue avant son jour J. On dit que ça a fuité. L'épreuve, elle est secrète jusqu'à sa diffusion, jusqu'à son lancement, je vais dire. Mais dès que l'épreuve est connue, un jour avant, ou bien 30 minutes avant, on appelle ça fuite de sujet. Mais la fraude, c'est quoi? La fraude, c'est quand l'épreuve est lancée. Toute pratique maintenant visant à utiliser cette épreuve d'une manière ou pour une autre, pour le bien de qui que ce soit, est appelée fraude. Donc, l'épreuve lancée, photographiée, envoyée sur WhatsApp, ce n'est pas une fuite, ça, c'est une fraude. Oui. C'est un vol. Et ce vol est puni. Ce vol, nous avons pris des dispositions. Généralement, après chaque examen, d'ailleurs durant les examens, on a toujours mis main sur des groupes WhatsApp. Et à l'heure qu'il fait, je vais vous dire, il y avait quelqu'un qui organisait un groupe à Cancan. Il a pris la fuite quand il a su qu'il était démantelé, il était suivi, il était filé, il était vu. Il a pris la poudre d'escampette pour Bamako. Donc, il a laissé
ses compagnons dans le feu. Et ces gens-là ont été jugés ici et condamnés. Donc c'est pour dire que tout ce qui est numérique, en tout cas Internet du 21e siècle, des dispositions sont prises parce que l'homme tente toujours. Ouais. Et les gens diront oui, vous avez pris, et à chaque fois on prend des téléphones. Oui. La gendarmerie, elle est là, elle est partout. Mais chaque jour on prend des voleurs. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un dispositif qui est pérenne. Il y a un dispositif qui prend. Sinon, s'il n'y avait pas de gendarmerie, est-ce qu'on assisterait à l'arrestation des voleurs, des bandits? Non. Donc, le fait qu'on a mis des dispositifs partout, c'est pour qu'on prend, on déniche les téléphones. Effectivement. Justement. Et à Zérékouri l'année dernière, on a envoyé un appareil qui a détecté les téléphones qui étaient cachés, très cachés. Mais dès que le monsieur est entré, il a dit qu'il y a un téléphone ici. Et il a situé avec précision où se trouvait le téléphone. Ah, Et on est parti. Justement, c'est la question que On est j'allais arrivé poser. à ce point. Hein. Est-ce qu'au niveau du département, vous avez mis à profit, on va dire, les nouvelles technologies pour sécuriser davantage le processus? Je ne veux Et pas. l'exemple que vous évoquiez à l'instant, Je ne devrais est pas assez- évoquer. Je On devrais peut pas pas évoquer. Je devrais voilà, pas démasquer évoquer. les astuces. Je ne devrais pas évoquer cet exemple-là ici. Pour ne pas Mais ce qui est clair. non, on a- c'est important de prévenir, non, monsieur de Koila. faire comprendre aux uns et aux autres Oui, c'est vrai. qu'il y a des musiques qui Ce sont que les prises. gens, ce que les gens doivent comprendre, ils doivent comprendre simplement que le département a pris des mesures et il prendra des mesures toujours. Autant en Guinée, vous annoncez la journée, ce que vous devez faire demain. La même nuit, on défait tout ce que vous avez fait la journée Donc, Ouais. pour ne pas que vous puissiez retrouver le chemin. bien. Donc, les dispositifs techniques et autres, je me préserve de dire, Bien. mais ce qui est évident, c'est que on rassure les parents que nous souhaitons que les meilleurs réussissent. Parce que c'est une évaluation. Ouais. Que tout le monde, chaque candidat, ait la même chance que son ami d'être admis à l'examen, pourvu que chacun travaille. Mais que personne ne se compte sur un document ou en tout cas un téléphone ou bien un groupe WhatsApp, parce qu'ils vont démanteler tout ce qu'ils mettent dedans. Ils sont assis, ça tombe chez nous, on regarde. Vous avez vu, ils sont piégés, mais ils ne savent pas. Alors, en plus, notamment des personnes porteuses d'handicap, il y a aussi cette autre catégorie, notamment des candidats qui parfois font l'objet de beaucoup de, des crises au sein des centres. Un peu, c'est la question du port du voile lors des examens nationaux. Aujourd'hui, quelle est la position du département sur ces sujets? Bon, et il faut relativiser ça parce que c'est pas chaque fois les gens font des crises. Évidemment, c'est un examen. Et l'examen, pour le moment, nous avons en vue d'organiser des sessions après le premier examen. Mais pour le moment, nous ne sommes pas arrivés là, comme ça se fait dans d'autres pays, parce que ça peut tomber sur un cas de crise, comme il le dit, un cas de maladie, un cas d'accident. Il y a eu des examens ici où les candidats ont raté carrément les examens parce qu'ils ont été accidentés et puis très gravement. Donc ils n'ont pas pu suivre. Il y a des filles ou des dames candidates qui accouchent mais qui ne peuvent plus continuer. Ouais. Donc de telles situations, nous allons prendre des dispositions. Mais ce qui est évident, toutes les dispositions sont prises parce que ce sont les principes qui sont édictés, disons, dans les règlements généraux. Le port du voile est formellement interdit, mais il y a des situations... Le voile intégral, vous voulez dire? Le Hein? voile intégral, parce que le voile intégral ne permet pas de voir le visage de quelqu'un, d'identifier quelqu'un, alors qu'il faut identifier la personne avant que la personne entre. C'est pourquoi on a fait des cartes spéciales à examen. Et ces cartes spéciales à examen sont données aux candidats réels qui ont été inscrits électroniquement. Donc que personne ne puisse se cacher derrière un voile pour faire du mal. Et on voit d'ailleurs que certains le font. Donc des dispositions quand même sont prises pour que les enseignants, les surveillants, le délégué, il y a des fouilles corporelles qui se font régulièrement. Il y a des fouilles, ça se fait. Avant d'entrer dans la salle, vous êtes fouillé hermétiquement. Vous êtes fouillé parce qu'il y a des gens
qui cachent des téléphones dans leur foulard, il y a des gens qui cachent des téléphones dans leur sur culotte et autres, mais on les fouille quand même, c'est pourquoi il y a des détecteurs de métaux, et voilà. Oui, alors par rapport justement à l'organisation de ces examens-là, nous sommes à quelques jours, disons, de ces épreuves. Quel message aujourd'hui avez-vous et pour les parents d'élèves, mais surtout les candidats? Bien, et le message que j'ai fondamentalement pour les candidats eux-mêmes, vous êtes guinéens comme moi, il y a eu des années ici, il y a eu 2 résultats dans les années 90, pour ceux qui sont vieux. Dans les années 90, il y avait 2 résultats de bac. Ça a décrédibilisé les diplômes à l'international. Donc aux élèves, je leur dis que nous sommes en compétition internationale. Cette compétition internationale, c'est pour que nos diplômes équivalent ceux d'ailleurs. Que quand quelqu'un a le bac en Guinée, dès qu'il sort, qu'il parte en licence. Ouais. Mais qu'on ne dise pas que non, il a le bac guinéen, lui ne doit pas être en licence, il faut qu'il reprenne le bac là-bas, ou il fasse un concours. Quand quelqu'un a le BEPC en Guinée, qu'il soit 11e année ailleurs, ou en seconde, comme certains le disent. Oui. Mais qu'on ne stigmatise pas le diplôme guinéen. Et ça, c'est grâce aux élèves eux-mêmes. Quand l'élève accepte que son diplôme soit respecté, l'élève se refuse de créer des situations inconfortables qui pourront décrédibiliser le diplôme. Donc, les interdits qui sont donnés, c'est très simple. Il n'y a pas de documentation. Il n'y a pas d'objet tranchant. Il n'y a pas de téléphone formellement interdit, d'objets électroniques. Voilà ceux qui sont interdits. Mais également, avant d'aller à l'école, dans le centre, munissez-vous de votre carte spéciale examen, parce que généralement certains oublient leur carte spéciale examen à la maison et on ne peut pas vous permettre d'accéder si vous n'avez pas de carte. Donc il faut disposer par divers de vous vos différentes cartes, mais également une boîte mathématicale dans laquelle vous avez tous les outils plus 2 bics. En cas de panne, pour éviter les stress, en cas de panne d'un bic, vous prenez le second bic. Mais si vous venez avec un bic que le bic ne donne pas, et personne n'a un autre bic à vous passer, c'est un problème. Donc voici grosso modo ce que je conseillerais aux candidats, parce que quand quelqu'un est pris pour une fraude, il y a 2 choses, ou 3 même. La première chose, vous perdez votre examen. Et la deuxième chose, vous êtes poursuivable pénalement. Et la troisième, vous pouvez être ajourné pour l'examen l'année à venir. C'est que vous ne serez pas candidat sauf l'année prochaine. Donc, de telles situations, vous devez les éviter parce qu'on peut rater une matière et avoir son examen. Ah oui. Mais si on dit que la matière dans laquelle nous n'avons pas de notion, on ne connaît pas le sujet, on veut coûte que coûte passer par tous les moyens pour frauder. Vous risquez de perdre toutes les autres épreuves. Donc, ça, c'est aux candidats. Aux parents, c'est d'accompagner l'école. Tous les interdits qui sont en train d'être glanés là, les parents, ils sont vraiment les principaux acteurs qui donnent les téléphones. Ce sont les parents qui donnent les téléphones. Donc les parents doivent fouiller les enfants d'abord à la maison, les retirer tous les objets qui sont interdits, mais vérifier que l'enfant a sa carte spéciale par devers lui. Lorsque le parent suit l'enfant, il n'y a pas de raison que l'enfant soit sur le droit chemin, il n'y a pas de raison que l'enfant soit admis. Mais quand le parent démissionne, rare d'enfants, sauf des enfants qui sont vraiment consciencieux, réussissent. Donc en tout cas, nous comptons sur les parents pour que ces examens-là puissent réussir, parce que quand les diplômes sont salis, vous ne sortirez pas de la Guinée. Quand vous sortirez, c'est pas bon. Donc nous avons ce besoin-là, que nos examens soient crédibles, pour que les diplômes guinéens soient crédibles, pour que mondialement, en compétition avec les autres pays, on puisse lever la tête aux encadreurs, aux enseignants, aux encadrants, tout le monde. Il s'agit d'une évaluation des élèves, mais pas seulement les élèves. C'est nous-mêmes. Lorsque les enfants n'ont pas de niveau, il faut qu'on ait le courage
de situer la responsabilité pour élever le niveau. Mais si nous laissons passer tout le monde, demain après-demain, ces enfants n'auront pas d'avenir. Parce que pour accéder à un emploi, on parle d'un test. Pour accéder à quoi que ce soit, on parle d'un test. Mais celui qui fait le test n'a pas de niveau. Comment voulez-vous que ce dernier soit admis au test? Il ne peut pas. Donc, nous devons prendre notre responsabilité en essayant d'être équitable au niveau de tous les candidats, mais les accompagner sur le droit chemin, mais pas dans le cadre de la fraude. Quand quelqu'un est pris également dans ce cas de figure, un enseignant, vous le connaissez, on vous a diffusé ces sanctions. Ces sanctions sont très simples. Vous êtes éliminé dans l'examen. Deuxièmement, vous êtes poursuivi pénalement. Et troisièmement, pendant 3 ans, vous ne serez pas dans notre processus d'examen. Donc, encore une fois, le ministre a dit, Jean-Paul s'est dit, qu'il responsabilise tout le monde. Chacun doit jouer pleinement son rôle, il n'influence personne. Mais chacun doit répondre à son acte. Donc, les parents, tout le monde, les élèves, les enseignants que nous sommes, voilà les examens nationaux. C'est pour une vision, c'est pour que la Guinée aussi soit un pays qui est accessible, un pays où les gens viennent pour dire oui, il faut que je vienne en Guinée parce que c'est bon, les examens se passent bien, oui, l'éducation se porte bien. L'éducation est le socle d'une nation. Très bien, l'éducation est le socle d'une nation. Voilà donc les mots de la fin.